José Ozette, je dirige une association qui s'appelle Initiative France-Europe centrale et orientale, qui développe la coopération notamment décentralisée entre la France et, jusqu'à présent, avec la Hongrie, et puis aujourd'hui avec d'autres pays d'Europe centrale. J'ai organisé ces derniers temps pas mal de choses sur les questions de valorisation et protection du patrimoine, mais aussi sur les questions de restauration durable, projets alimentaires territoriaux et autres. Donc, pour commencer, sur les défis qui nous attendent, nous faisons face à un mouvement de concentration des populations qui semble pour l'instant inexorable, tant au niveau des grandes villes, mais aussi au niveau rural, avec la moitié de la population mondiale qui vit désormais dans des villes petites et moyennes ou dans leur sphère d'influence. En outre, nous devons faire face à des problèmes démographiques complexes, car si en effet la population mondiale continue à croître avec un pic attendu de 9 milliards en 2050, de nombreux facteurs sont déjà présents pour entamer un déclin dès la moitié de ce siècle. La clé, probablement, est bien entendu l'éducation des femmes. De plus, cette augmentation n'est pas tant s'en faut également répartie. Ainsi, si l'Afrique connaîtra une augmentation importante et significative de sa population, d'autres parties du monde la verront baisser, notamment comme en Russie, où ça devient un problème assez grave. Mais surtout, plus proche de nous, le déclin démographique est bel et bien amorcé et la population devrait décroître dès 2040. Là aussi, on constate de très fortes disparités. Et pour une région que je connais bien maintenant, notamment en Europe centrale et orientale, nous venons de célébrer le 30e anniversaire de la chute du rideau de fer. Et tous les anciens pays, de l'Estonie au nord à l'Albanie au sud, connaissent une baisse de la population, elle aussi inexorable, avec des prévisions de baisse pour 2050 qui vont de moins 15 à moins 23%. Et j'allais dire encore peut-être plus grave pour ces pays-là. Depuis 1989 et surtout depuis 2004, avec l'entrée de 10 pays d'Europe centrale dans l'Union européenne, plus en 2007 la Roumanie et la Bulgarie, en général, ce sont des chiffres dont on entend peu parler à l'ouest, puisque maintenant ce vocable revient malheureusement à la mode entre est et ouest. Il faut savoir que depuis cette époque-là, il y a 25 millions de personnes qui sont parties d'Europe centrale et orientale pour venir à l'ouest. 25 millions de personnes, c'est pas loin de 1 à 2 millions par an. Son corollaire, c'est un vieillissement de la population qui entraîne un manque récurrent de main-d'œuvre. Des conséquences déjà visibles, comme en France, avec des besoins de logement, des structures adaptées, pénurie de personnel pour les soins et les personnes âgées. Pour en revenir à notre pays, désormais, on peut dire que deux France s'ignorent et se font face. Celle des métropoles, vitrine de la mondialisation heureuse, où cohabitent cadres et immigrés, et celle périphérique des petites et moyennes villes, des zones rurales éloignées des bassins d'emploi dynamiques. Vous connaissez peut-être le géographe Christophe Guilluy qui en dresse un portrait saisissant dans un essai remarqué en 2014 sur la France périphérique, dont le récent mouvement des Gilets jaunes en est une parfaite et récente illustration. En outre et surtout, ça a été déjà évoqué ce matin, moi je parlerai, et je ne suis pas le seul, d'urgence climatique, qui est en train de s'imposer à l'ensemble des activités humaines. Trop lentement, c'est certain, compte tenu du retard pris et des immenses défis qui nous attendent. Nous sommes confrontés à de nombreux défis qui sont liés les uns aux autres. Un défi environnemental, avec des dérèglements climatiques et le réchauffement de la planète, aux conséquences incalculables et surtout irréversibles. Un défi alimentaire et sanitaire, alors que la malnutrition gagne du terrain et que partout la malbouffe progresse. Un défi social également, avec l'augmentation de la pauvreté. Une précarisation croissante et des concentrations de population, comme ça a été déjà évoqué. Un défi économique enfin, avec des transitions inévitables pour de nombreux secteurs économiques. L'alimentation, l'eau, le logement et l'énergie constituent les piliers fondamentaux de toute activité humaine et conditionnent tout simplement la vie sur Terre, en tout cas pour ce qui est de l'espèce humaine. Dans ce contexte d'urgence climatique, une transition écologique s'impose de manière globale.
Si des débats existent sur les méthodes de calcul de ce qu'on appelle le jour du dépassement écologique mondial, l'année dernière, en 2019, il était le 29 juillet, faisant que l'humanité vit à crédit sur le dos de la Terre. Et donc, nul ne peut remettre en cause que l'humanité a consommé plus de ressources naturelles et que ses activités ont émis plus de gaz à effet de serre que la Terre n'est en capacité de produire ses ressources naturelles, d'une part, ou d'absorber ces gaz à effet de serre. Nous avons donc affaire à une crise qui est systémique. Concernant la France, d'après les données que j'ai pu recueillir, le retard pris face à la crise climatique est carrément alarmant. L'empreinte carbone de la France ne s'est pas améliorée depuis 1995. Sur le plan de la réduction de la consommation énergétique, là aussi le retard de la France a déjà fait l'objet de 2 mises en demeure par la Commission européenne. Et pour respecter ces objectifs, des objectifs que la France s'est elle-même fixés pour 2023 et 2030, il faudrait multiplier par 4 le rythme actuel. Loin d'accélérer la cadence, le gouvernement a annoncé qu'il préférait revoir ses objectifs à la baisse. Le chiffre malheureusement éloquent est celui-ci. Entre 2012 et 2018, la consommation énergétique de la France n'a baissé que de 0,2%. C'est vous dire le chemin qui reste à parcourir. Du côté de l'agriculture, on est là aussi loin du compte. En 2017, seuls 6,5% des surfaces agricoles étaient cultivées en bio. À moins d'un triplement miracle de l'agriculture bio d'ici la fin de l'année, l'objectif qui était de 20% pour 2020, vous voyez, on est vraiment loin du compte. Sur la rénovation des passoires énergétiques, tous ces bâtiments mal isolés qui contribuent justement à la consommation d'énergie, il est carrément impossible de mesurer ce qui a été fait ou non, car aucun dispositif de suivi n'a, semble-t-il, encore été mis en place. Il est vraiment grand temps de changer de paradigme et de comprendre que le système actuel, qui est basé sur une croissance infinie, dans un monde qui est fini, n'est tout simplement pas tenable. Une réelle prise de conscience sur ces questions a lieu en Europe et dans le monde. Cette nécessité de changer de paradigme s'impose progressivement. Comment rendre l'agriculture durable? Comment assurer la nécessaire transition écologique de notre système agricole et alimentaire? Comment développer une approche territoriale inclusive de la transformation rurale? Enfin, comment concilier tous ces défis, urgence climatique et ville durable, densification et étal urbain, et comment nourrir les villes? Donc je voudrais vous parler, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais il y a 2 aspects qui sont porteurs d'espoir, en tout cas sur les questions de protection et de valorisation du patrimoine. André Malraux nous disait « L'avenir est un présent que nous fait le passé ». Le Titien, dans son tableau L'allégorie de la prudence en 1565, nous disait « Enrichi du passé, le présent agit avec prudence sans porter préjudice au futur ». Être prudent ne signifie pas être timoré, c'est assumer un statut de passeur entre un monde qui s'en va et un monde qui s'installe, sans rompre le fil de la vie de la ville qui n'existe que parce que c'est un espace habité et non un décor. Sur le patrimoine, au cours des 60 dernières années, et notamment grâce à la loi Malraux du 4 août 62, qui a institué le secteur sauvegardé, le patrimoine a évolué d'une notion étroite de monument historique, construit tel un témoin isolé, vers une vision totalement ouverte et rassemblant des ensembles, des centres urbains ou des sites, des savoir-faire et des traditions. Notre rapport au patrimoine en est renversé, transformé. D'observateurs que nous étions et spectateurs du remarquable et de l'exceptionnel, nous en devenons acteurs. Nous participons à la construction de nos espaces et de notre cadre de vie. Bien plus qu'une zone dans le plan d'urbanisme de la ville, le secteur sauvegardé constitue une démarche d'urbanisme qualitatif appuyée sur la ville existante, véritable moteur pour le projet urbain. En 50 ans, les secteurs sauvegardés ont connu de profondes évolutions. Ils sont aujourd'hui porteurs de recherche, de réflexion, qui permettent de lier habitat, conservation du patrimoine, développement durable, qualité de la création architecturale et des réflexions qui, de fait, servent à l'ensemble de la ville. Les détracteurs parlent de villes figées, muséifiées, alors que les élus des villes à secteur sauvegardé parlent de la vie, d'architecture édifiée à partir de techniques et de systèmes basés sur des ressources et des matériaux locaux, sur la densité de l'habitat, sur l'économie d'espace, mais aussi sur l'urbanité durable.
Le secteur sauvegardé est vraiment un outil d'urbanisme innovant qui est intrinsèquement lié à la question de l'habitat et du cadre de vie. C'est d'ailleurs salué au niveau international. Et depuis plusieurs années, j'en suis d'ailleurs le témoin puisque j'y ai contribué, de nombreux pays se sont inspirés de ce qui se fait en France, notamment par rapport à cette Malmaro et toutes les politiques qui ont été menées. Pour vous donner un petit exemple, à Figeac, qui est mon département natal, en 30 ans, le centre-ville a complètement changé de visage. Les habitants sont passés d'une perception qui était complètement négative, d'un rejet de ce cœur ancien, à une appropriation forte. La connaissance fine du tissu urbain, partagée avec les habitants, grâce au label Ville d'art et d'histoire depuis 1990, a permis de redécouvrir le patrimoine médiéval, de proposer des réhabilitations de logements vétustes, des aménagements de rues et de places, révélant ces richesses oubliées en leur donnant un souffle moderne et attractif. Je vais peut-être dire deux mots sur les racines de la ville durable pour finir sur le patrimoine. Depuis ces dernières décennies, les centres-villes, enfin pas dans les grandes villes, mais en tout cas dans les villes moyennes, les centres-villes ont été progressivement délaissés au profit des périphéries. Ce phénomène s'est accéléré par le développement de l'usage de la voiture, l'accroissement de la population et les changements profonds de mode de vie. Besoin de mobilité, d'espace, de nature, d'intimité. Mais cette forme de la ville étendue se confronte aujourd'hui aux enjeux que sont la lutte contre le changement climatique, la raréfaction des ressources, notamment des énergies fossiles, la réduction des surfaces agricoles dont on a parlé, je en parlerai un petit peu tout à l'heure, et sur la fragmentation du lien social ou encore l'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, la ville durable doit être synonyme de ville plus durable, plus compacte. La reconquête des centres-villes anciens peut être et doit être un des outils de sa construction. Si la France veut tenir ses engagements ou atteindre ses objectifs comme la réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, cela passera nécessairement par une intervention sur la ville existante. Les territoires urbains se situent au carrefour des thématiques techniques sur les bâtiments, la mobilité, les réseaux, la consommation de ressources et de produits, et plus largement sur l'organisation du système urbain et de son fonctionnement. Le patrimoine est un enjeu fort dans la redynamisation des centres-bourgs. Malheureusement, les centres-bourgs perdent petit à petit leur rôle d'animation des territoires au profit des grandes villes et des métropoles. Ça a été mentionné, le taux de vacances ce matin, le taux de vacances en logement augmente, les commerces ferment, les services et équipements diminuent et la population tend à se paupériser. Je suis installé depuis quelque temps à Saint-Gaudens, une petite ville de 11 000 habitants, qui en est la parfaite illustration avec le centre-ville avec des rues qui sont toutes les rues du centre-ville complètement fermées, les magasins complètement fermés, et le cas classique avec des grandes surfaces qui ont attiré. On a cru pendant un moment qu'on allait créer de l'emploi. En fait, on a tout simplement dépassé d'un emploi à un autre. Je voudrais juste, si tu veux, montrer quelques images. Bon, ça c'est Figeac, si tu peux passer. C'est Bayonne, donc juste une petite image entre des bâtiments anciens qui ont été refaits. Donc bon, là, ça ferait l'objet de journées complètes. En tout cas, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je travaille avec eux depuis plusieurs années, une association qui s'appelle Sites et Cités Remarquables de France, qui porte le label. D'ailleurs, Nantes en fait est membre de cette association. Et ils font un travail remarquable sur toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, au niveau de votre école, je sais que cette association est en lien avec un certain nombre d'universités. Je ne pourrais que vous pousser à prendre contact. En tout cas, je serais ravi de pouvoir le faire. Et puis bon, comme je viens de Budapest, je voudrais juste vous montrer quelques images d'un quartier emblématique. Peut-être, Karine, si tu peux d'abord mettre la dernière, j'aurais dû la mettre en premier, mais encore la dernière, voilà. C'est un quartier emblématique qui s'appelle Vekértelep, à la périphérie, enfin qui était à la périphérie de la ville. Je crois que c'est enseigné dans toutes les grandes et bonnes écoles d'architecture en France et en Europe. Et donc la particularité de ce quartier, donc déjà ce qui frappe quand vous le voyez, c'est toute la verdure et tous les arbres qu'il y a. En fait, c'est un quartier qui a été créé au début du XXe siècle pour
donc qui était au début à la périphérie de la ville, mais aujourd'hui il y a des transports en commun, c'est très accessible, il n'y a aucun souci. Et c'était construit pour des ouvriers spécialisés, notamment, là peut-être tu peux revenir sur d'autres images, pour des ouvriers spécialisés, notamment de la compagnie de chemin de fer. Et donc, ce sont des maisons en général de 2 étages, bon, au demeurant, vous pouvez voir, plutôt jolies. Et la particularité, et donc c'est la transition avec ma deuxième partie, c'est surtout qu'ils avaient prévu donc, de planter, à l'époque, il ne se posait pas la question du réchauffement climatique, mais il y avait des jardins. Et donc aujourd'hui, petit à petit, par rapport à l'agriculture urbaine, c'est donc un autre sujet dont je voudrais vous parler très rapidement, ça offre des possibilités de développer l'agriculture urbaine. Et sur les questions de réchauffement climatique, et par rapport, bon, la Hongrie est un pays, un climat continental, donc l'été très chaud, avec plus de 40 degrés. Et quand vous rentrez dans ce quartier, que vous passez d'un quartier à un autre, en plein été, il y a une différence de 4 à 5 degrés, pour vous dire tout simplement grâce aux arbres et à la nature qui s'y trouvent. Donc sur l'agriculture urbaine et périurbaine, qui peut être un outil déterminant pour des villes durables, l'augmentation que j'évoquais de la population mondiale, combinée à une urbanisation croissante, pose le constat d'un besoin plus important en nourriture. La réponse la plus simple serait de dire qu'il suffit d'augmenter la surface des terres agricoles. Or, 80% d'entre elles sont déjà surexploitées. Raser les forêts pour en faire des terres cultivables, alors que les forêts sont le poumon de la terre, sans elles, nous manquerons d'oxygène. En 2015, 60% des 7,4 milliards d'habitants sur la Terre vivaient en zone urbaine. Ils seront 80% en 2050. On est, je crois, en France à 75% à l'heure actuelle. Les citoyens veulent pouvoir consommer des produits locaux de qualité dont ils connaissent l'origine et qui ne soient pas issus d'une production intensive nocive pour la nature et leur santé. Des solutions très modernes se développent. On connaît le grand succès des ventes directes du producteur au consommateur. On voit apparaître une nouvelle forme de culture qui se développe en ville, c'est l'agriculture urbaine. Je ne pourrais pas parler malheureusement maintenant, mais j'ai passé 2 jours récemment sur un programme européen sur les questions de restauration collective, qui est aussi un grand enjeu d'une agriculture, enfin restauration collective durable, bien entendu. Entre 1960 et 2010, l'urbanisation de la France a fait disparaître 2,5 millions d'hectares de terres agricoles fertiles. En 2018, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement de l'espace rural a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, car repartir à la hausse avec le redémarrage de l'économie, la vente de terrains cultivables représente actuellement, je crois que c'est donc les mêmes chiffres que vous disiez, un rythme de bétonnage et de bitumage de 50 000 à 60 000 hectares par an. Face au changement climatique, notre système alimentaire est de plus en plus vulnérable au moment même où nous savons que les énergies fossiles finiront à terme par s'épuiser. Et donc certains ont imaginé de relocaliser toute ou partie de la production agricole au cœur des villes. Ainsi, depuis 20 ans, des projets de production végétale et parfois même animale voient le jour au sein des agglomérations françaises qui sont de plus en plus nombreux. En 2013, on ne recensait que 6 structures professionnelles d'agriculture urbaine professionnelle, on en a déjà 300 aujourd'hui. Alors la presse se fait le relais grandissant de ces projets qui fascinent le public autant qu'il l'interroge. L'agriculture urbaine peut-elle nourrir les villes? La production agricole est-elle vraiment compatible avec le contexte urbain? Est-ce un nouveau délire des bobos et un prétexte au greenwashing? Est-ce une tendance de fond ou une niche sans grand intérêt? Donc je sais que moi je voudrais juste, puisqu'il me reste très peu de temps, vous citer peut-être quelques exemples de villes. Il y a eu, je sais que sur Rennes et Paris, il y a eu des droits à pouvoir planter, verdir, qui sont accordés. Il y a par exemple Agen qui a mené, alors là c'est pas forcément, c'est tant sur le plan de l'agriculture
urbaine, mais plus sur un système pour rafraîchir la ville à travers tout un système de goutte à goutte, d'espaces verts, pour pouvoir rafraîchir la ville pendant les périodes de chaleur, et en même temps avec des systèmes pour récupérer l'eau pendant l'hiver, pour réalimenter les nappes phréatiques. Une ville sur laquelle avec j'ai pas mal échangé, Mouans-Sansartou, qui est un bon exemple dans les Alpes-Maritimes, une ville de 11 000 habitants, qui a acquis il y a quelques années un ancien domaine agricole de 4 hectares avec la création d'une régie municipale pour alimenter les restaurations, les cantines scolaires. En 4 ans, ils ont réussi à tenir le pari de passer à 100% bio dans toutes les cantines scolaires, sans augmenter, bon, ça sera notre débat et ce serait trop long à vous parler maintenant ici, mais sans augmenter le prix des repas, en faisant un travail énorme sur le gaspillage alimentaire, qui lui aussi est un vaste sujet. Donc, en conclusion, face à l'urgence climatique, il convient de concevoir l'aménagement des territoires dans leur globalité. Les villes sont au cœur de cette problématique et de nombreuses solutions existent, mais elles sont inextricablement liées les unes aux autres. Patrimoine, développement durable, alimentation, eau et énergie. Nous devons viser à la résilience des territoires, viser l'autonomie des territoires. Nous sommes à une époque charnière. Soit nous décidons de changer de paradigme, soit nous y serons contraints par la force. Et un des défis majeurs est de comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un système basé sur une croissance infinie dans un monde qui, lui, est fini, est tout simplement impossible. Et si on continue comme ça, nous allons droit dans le mur. Merci de votre attention.